Merci. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de la Java de m'avoir invité à vous parler d'un thème qui m'est cher parce que je crois qu'il est important et négligé en réanimation. Média d'intérêt, pardon. La douleur a fait l'objet d'un nombre important d'études en réanimation au cours des 2 voire 3 dernières décennies. Et finalement, la dyspnée, on s'y est pas réellement intéressé. La dyspnée, ça se définit par... Alors, il y a des définitions très, très compliquées, je pense qu'on ne va pas en parler là. On va dire que c'est un inconfort respiratoire. Et si quelqu'un comme ça, qui n'est pas médecin, il vous disait c'est quoi, bah, vous diriez peut-être c'est étouffé, c'est l'asphyxie. Et c'est une sensation qui est terrible, c'est finalement la douleur d'origine respiratoire. Et il y a quelque chose de particulier, c'est que la douleur dans cette salle, on l'a tous expérimenté. On s'est tous déjà fait mal, enfin ceux qui l'ont pas expérimenté ont de la chance. En revanche, la dyspnée, peu d'entre nous l'ont expérimenté. Et ça fait une grosse différence, c'est-à-dire que quand un patient ou une patiente va expérimenter une dyspnée pour la première fois, c'était une sensation horrible à laquelle il n'était pas préparé. D'un point de vue physiologique, je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails parce que ce serait un peu compliqué et long, passionnant certes, mais on s'éloignerait du sujet. Simplement, se dire que la dyspnée, elle résulte d'un déséquilibre entre la commande motrice et la sensation que nous percevons de cette commande motrice. Grosso modo, notre système nerveux central, il envoie des ordres aux muscles respiratoires en disant « allez, contractez-vous, travaillez ». Et puis, toutes nos afférences en provenance des récepteurs de la paroi thoracique, des poumons, des chémorécepteurs montent au cerveau. Et la commande motrice, elle prévient le cerveau, elle lui dit voilà, attends, elle prévient la partie sensorielle du cortex, elle lui dit alors attends, voilà ce que j'ai demandé, voilà l'effort que j'ai fait, normalement, ça doit faire ça. Donc tu dois t'attendre à avoir cet effet. Et donc le cortex, il intègre cette information, et normalement, s'il y a une adéquation entre les deux, c'est-à-dire si les afférences disent ouais, ok, on a le résultat prévu, c'est ce qu'on a retrouvé, c'est bon, tout va bien. S'il y a un déséquilibre, c'est-à-dire que si les afférences disent oh là là, on avait prévu une belle inspiration, un bon volume courant, etc., puis on n'a pas du tout récupéré ce qu'il fallait, à ce moment-là, il y a un déséquilibre, et ça fait une dyspnée. Donc c'est un déséquilibre entre la commande prévue, la commande et l'effet réel de cette commande. Alors pendant très longtemps, on s'y est pas intéressé à la dyspnée. Il y avait plein de papiers sur la douleur, la douleur des patients en animation, combien de patients sont douloureux, etc. Bon. Et puis, un jour, il y a 2 équipes qui se sont dit, bah tiens, on va s'intéresser à ça, on va prendre nos patients intubés, puis le premier jour où ils ouvrent les yeux, ils sont communicants, le premier jour, on va leur demander, bah, est-ce que vous avez du mal à respirer? Donc, ils ont été intubés, quelle que soit la raison. Ils sont communicants pour la première fois et on leur dit « Est-ce que vous avez du mal à respirer ?» Et là, patatras, 47% des patients disent oui. Ah. Donc, attendez, ça veut dire que la moitié des patients, quand ils se réveillent, ils ont du mal à respirer. Ok. Alors là, on leur dit « Ouais, vous avez du mal à respirer, mais combien ?» Donc, on utilise une échelle visuelle analogique de la dyspnée. 5. Waouh. 5 en médiane. Donc, s'ils avaient été douloureux, vous auriez immédiatement débuté une thérapeutique. Ben là non. Parce qu'il n'y a pas de guidelines, parce que finalement on ne sait pas forcément très bien comment faire. Mais donc on a des patients qui souffrent de façon intense, et finalement on n'a pas de réponse qui est prévue. Alors on avait regardé les facteurs qui étaient associés à cette dyspnée. Il y avait l'anxiété, avec un odds ratio important. Il y a une grosse interaction dyspnée-anxiété. On ne sait pas très bien lequel est la poule, lequel est l'œuf, mais quand les patients étouffent, ils sont anxieux, c'est normal. Et la réciproque est vraie.
Le mode assisté contrôlé par rapport aux autres modes, probablement parce qu'il est plus contraint, et puis la fréquence cardiaque, et ça c'est probablement parce que c'est une manifestation neurovégétative de la dyspnée. Mais par exemple, la fréquence respiratoire n'est pas associée statistiquement à la dyspnée. Ce qui veut dire que c'est pas parce que le patient respire, il est eupnéique, il respire à 20 par minute, qu'il n'est pas dyspnéique. En revanche, et donc ça rejoint la thématique de la session qui est optimiser la ventilation mécanique, chez 35% des patients, lorsque on va chercher le clinicien, on lui dit ton malade, il a du mal à respirer, tu aurais pas faire quelque chose? Peut-être le ventilateur, je sais pas, ok. Donc là, il essaye de régler le ventilateur, il optimise, par exemple, il passe le malade de VAC en aide inspiratoire, si c'est possible. Il règle des biais inspiratoires, souvent qui est inférieur à 60 minutes, il augmente, et puis il monte un peu le niveau des inspiratoires. Et bien, chez 35% des patients, ça permet de réduire de façon significative la dyspnée. Donc, dites-vous juste, j'ai des patients dyspnéiques, dans un tiers des cas, j'améliore les réglages du ventilateur, et bien je vais améliorer cette dyspnée. Alors, vous pourriez me dire, bah ouais, ok, ils ont du mal à respirer, c'est pas si grave. Je ne partagerai pas cet avis. La dyspnée est une sensation qui est extrêmement pénible. D'abord, il y a sa dimension sensorielle, finalement, qui est un peu analogique à la douleur, quoi. C'est la douleur respiratoire pure. Elle est immédiate et elle va s'exprimer comme une soif d'air, hein, ou un effort excessif, le fait de ne pas réussir à faire rentrer l'air, et elle va générer des souvenirs qui sont horribles. Et puis vous avez une adaptation comportementale avec une dimension affective, qui est toute la sensation de détresse, l'anxiété et la peur, et un effet retardé de cette dyspnée, avec notamment une contribution à la genèse des états de stress post-traumatiques, et tout particulièrement parce que nos patients ne peuvent pas s'exprimer. Et finalement, votre patient est dyspnéique, vous ne vous en rendez pas compte, vous ne pouvez pas l'aider, et à partir du moment où vous ne pouvez pas l'aider, il y a une forme de déni d'empathie. Et ça crée du syndrome de stress post-traumatique. De ne pas avoir intégré la douleur, la plainte du patient, et de l'avoir laissé garder cette plainte pour lui, et de n'avoir rien fait pour lui, et de n'avoir même pas entendu cette plainte. Quand on demande aux patients, allez, racontez-moi un peu, c'est quoi vos pires souvenirs de la réanimation? 34% ils disent j'ai suffoqué à cause de la sonde d'intubation. 22% ils disent j'avais pas assez d'air. 15% ils disent on va aller m'assassiner, on me trahissait. Le stress post-traumatique, ces symptômes sont corrélés avec la durée de ventilation mécanique, avec les souvenirs de détresse respiratoire. Et enfin, d'un point de vue de lien statistique, il y a un lien entre le fait d'avoir présenté une dyspnée significative et l'échec du sevrage de la ventilation mécanique, ainsi que l'augmentation de la durée de séjour. Ça, c'est chez les patients intubés. En ventilation non invasive, on avait récemment, nous avons réalisé une étude ancillaire d'une grosse cohorte de patients qui avaient reçu de la VNI. Quand vous prenez des patients qui sont admis en détresse respiratoire aiguë, l'intensité de leur dyspnée à admission, en médiane, elle est de 4 sur 10. Vous allez me dire, c'est normal, puisqu'ils viennent pour une détresse respiratoire aiguë. Ah oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire que s'ils viennent parce qu'ils ont une détresse respiratoire aiguë, parce qu'ils ont une pneumonie bilatérale, je comprends, c'est normal qu'ils soient dyspnéiques. La question qui se pose, c'est, peut-être un jour, on pourra se dire, oui, mais faut-il les laisser être dyspnéiques? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour eux? Peut-être ce serait ça la question, se dire, réfléchissons, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux? Quand vous leur donnez de la VNI, vous faites baisser d'un point cette dyspnée, donc vous les soulagez d'une certaine façon. Et le fait d'avoir une dyspnée importante, c'est un facteur d'échec, un facteur indépendant de risque d'échec de la ventilation non invasive. Ce qui est intéressant parce que ça pourrait nous dire, monitorer la dyspnée, c'est pas inutile parce que ça pourrait être un marqueur de non-réponse au traitement, par exemple, un marqueur d'aggravation du patient, et un outil qu'on pourrait utiliser pour guider les thérapeutiques.
Enfin, les patients dyspnéiques sous VNI ont une durée de séjour en réanimation et à l'hôpital, ce que je vous ai représenté ici, plus importante, et une mortalité en réanimation à l'hôpital et à J90 plus importante, et ce, de façon indépendante d'un certain nombre d'autres facteurs de risque de mortalité. Donc la dyspnée en elle-même, elle semble avoir un rôle explicatif du pronostic des patients. Donc j'espère vous avoir convaincu là que la dyspnée n'est pas un simple petit stresseur de la réanimation, et que comme la douleur, l'impossibilité de communiquer, la soif, l'anxiété et la privation de sommeil, elle peut contribuer à l'altération du pronostic, et en tout cas clairement elle va contribuer à la façon dont le patient vit la réanimation. Alors monitorer la dyspnée en réanimation, c'est compliqué, c'est un challenge. La communication des patients, elle est difficile, voire impossible. Ils sont souvent confus, sédatés, intubés. Le symptôme est labile et il faut probablement l'évaluer de façon répétée, la douleur l'est aussi. Et puis finalement, il n'y a pas de bons outils psychométriques en réanimation pour l'étudier. Le plus simple quand même, si le patient est vigilant, c'est de lui demander, comme on lui demande s'il a mal, c'est lui demander s'il a du mal à respirer, et puis de quantifier, tout simplement avec une échelle visuelle analogique. Vous savez, la tendance maintenant, c'est d'utiliser des échelles plutôt verticales, simplement parce que l'échelle qui va de gauche à droite, elle est totalement européano-centrée. Il y a plein de cultures où on écrit de droite à gauche, et donc c'est pas du tout intuitif pour tout le monde de positionner un curseur en partant de la gauche et en allant vers la droite. Donc, par contre, haut en bas, bas en haut, c'est plus universel. Et puis, il y a aussi des échelles où on associe à un chiffre, un descripteur, et ça peut être aussi plus simple pour certains patients. En tout cas, ce qui est clair, c'est que nous ne sommes pas aptes à diagnostiquer la dyspnée de nos patients. Ici, c'est une étude dans laquelle on a étudié la capacité de kinésithérapeutes, d'infirmiers, de médecins à diagnostiquer la dyspnée des patients, et ils étaient totalement inefficaces. Vous voyez ici les petites R sont extrêmement mauvais. Donc nous ne sommes pas bons pour diagnostiquer la dyspnée de nos patients. Leurs très proches sont bien meilleurs que nous. Donc il faut trouver des outils. Donc si le patient ne communique pas bien, si nous on n'est pas capable de diagnostiquer la dyspnée, il faut trouver des outils. Et il y a en ce moment un courant qui consiste à essayer de bâtir des échelles dites comportementales pour diagnostiquer la dyspnée. Donc on va se servir de toutes sortes de signes cliniques qui sont associés à la dyspnée, comme la fréquence respiratoire, signe végétatif, des signes de détresse respiratoire, l'utilisation des muscles du cou, la peur, qui est un bon marqueur de ce symptôme extrêmement stressant. Et on va bâtir comme ça des scores. Et par exemple, ce score permet chez les patients de réanimation, lorsqu'il est supérieur à 2,4, de prédire une dyspnée qui aurait d'une intensité supérieure ou égale à 4 sur une échelle visuelle analogique. En développement, je n'en parlerai pas plus que ça ici, il y a des outils électrophysiologiques qu'on pourrait qualifier de biomarqueurs de la dyspnée, en se disant, finalement, si le patient ne peut pas répondre à la question parce qu'il n'est pas communicant, on a les scores dont je viens de vous parler, qui consistent à compiler un certain nombre d'informations cliniques, mais on pourrait aussi aller chercher des marqueurs physiologiques de cette dyspnée, des biomarqueurs physiologiques de cette dyspnée, et notamment l'électromyogramme des muscles du cou, des muscles sternocleidomastoïdiens, que se recueillent de façon assez simple par des électrodes de surface, et on imagine très bien un traitement de signal automatisé, et on voit ici qu'on a plutôt une bonne corrélation entre l'intensité de la dyspnée et ces signaux électromyographiques. Ça, c'est des travaux qui sont des travaux de recherche, mais qui verront peut-être un jour le jour comme outil de détection de la dyspnée chez les patients. D'autres travaux de recherche où là, on va aller chercher un signal électroencéphalographique qui nous informe du fait que la ventilation est devenue, entre guillemets, consciente pour le patient.
C'est-à-dire qu'au lieu de ventiler sans s'en rendre compte comme vous en ce moment, eh bien, chaque effort inspiratoire devient intégré par le cortex, ce qui veut dire que quelque part, il a suscité un message sensoriel. On voit ici donc un tracé EEG où il n'y a aucun effort conscient. Là, il y a un effort qui a été intégré par le cortex, et vous voyez que au lieu d'être tout plat, il y a une petite pente. Donc là aussi, il y a des travaux importants pour essayer de développer ce type d'outil. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour nos patients qui ont de la dyspnée? Eh bien, si votre patient est dyspnéique, peut-être la première chose que vous pouvez faire, c'est d'abord vous la chercher, vous la quantifiez, et si vous la diagnostiquez, vous commencez par chercher tout ce qui pourrait être un stimulus non respiratoire de la commande ventilatoire. On sait que la fièvre, l'anémie, l'acidose, ça peut stimuler la commande ventilatoire et dans certaines circonstances, notamment quand les poumons sont un peu malades, produire de la dyspnée. Ensuite, je suggérerais en même temps, vous allez chercher, je dis en même temps parce que c'est l'urgence, des événements qui pourraient détériorer la mécanique respiratoire ou les échanges gazeux. Est-ce que, par exemple, le patient a des sécrétions dans la sonde d'intubation, l'épanchement pleural, une atélectasie, est-ce qu'il y a une hypoxémie qui est plus importante? Une fois que vous avez éliminé ça, je pense qu'il faut se poser et regarder les réglages du ventilateur. Et on se rappelle, hein, un tiers des patients, si on se fatigue un peu, on va améliorer leur dyspnée. Est-ce que quelqu'un n'a pas laissé le débit inspiratoire en VAC à 30 litres minutes? Ça, c'est pas bien. Il faut le monter à 60 litres minutes, hein, ça va épancher la soif d'air du patient. Est-ce que le patient pourrait être mis en aide inspiratoire? C'est beaucoup plus confortable comme mode. Adapter éventuellement la PEP intrinsèque, la PEP externe, pardon, quand il y a une PEP intrinsèque élevée. Monter le niveau d'aide, si c'est possible, hein, si le volume courant n'est pas très élevé, ça peut aider. Ensuite, je crois que là, on va rentrer dans ce qui sera le futur de la recherche sur la dyspnée. C'est est-ce qu'on peut utiliser des traitements médicamenteux pour contrôler cette dyspnée? Évidemment, si votre patient est dyspnéique et qu'il vous dit « je suis anxieux », bien sûr, vous allez éventuellement considérer l'option anxiolytique. Mais il y a maintenant des travaux à développer pour savoir qu'est-ce que je peux donner comme traitement pour améliorer la dyspnée de mon patient. Est-ce qu'il n'y a pas des médicaments comme les opiacés, par exemple, utilisés à faible dose, qui pourraient améliorer ces symptômes chez nos patients? En tout cas, il y a du pain sur la planche de ce côté-là. Et puis, une fois que vous avez tout fait, vous recommencez à quantifier la dyspnée. Hein, c'est comme la douleur. Une fois que vous avez traité la douleur, initié un traitement de la douleur, vous quantifiez pour évaluer l'impact du traitement que vous aviez initié. Donc, en conclusion, je dirais la dyspnée en réanimation, elle est fréquente et elle est sévère. Et j'ajouterais négligée. Ses conséquences sont importantes. Anxiété, mauvais souvenirs, contribution au stress post-traumatique, association à des échecs de sevrage. Je pense que le message, c'est que ça doit être recherché, ça doit être quantifié, il faut demander aux patients, il faut utiliser des échelles visuelles analogiques, une échelle de Borg, et puis éventuellement s'appuyer sur des scores observationnels de dyspnée, ces scores comportementaux, comme on dit, qui pourraient être particulièrement utiles chez les patients non communicants. Rappelez-vous qu'elle peut être traitée, elle peut être prévenue au minimum par une optimisation des réglages du ventilateur. Je vous remercie de votre attention.